Donc, alors Bernard Renou, je pense que c'est pas un inconnu sur la place nantaise. Donc Bernard est un photographe qui a une longue expérience et plutôt, mais ça on va en parler, plutôt orienté, enfin, ou à partir de la commande, mais comment cette question de la commande justement fait sujet, parce qu'après tout, lorsqu'on va faire une commande, est-ce qu'on s'arrête à la commande qui nous a été adressée? Est-ce que la commande, est-ce que c'est pas aussi parfois une manière de rejoindre des commandes qu'on s'est soi-même adressées, parce qu'après tout, il faut bien impulser des travaux. Cette question de la commande, il y a aussi, c'est dans l'échange qu'on a pu avoir pour préparer cette première, de se demander, voilà, alors est-ce que dans ton travail, il y a des séries? Est-ce que tu décides à l'avance de choses? Comment ça se passe pour toi? Bonsoir. Oui, la question est un peu large parce qu'il est question d'argentique numérique, de commande. C'est tellement large que je ne sais pas par quel fil il faut tirer pour pouvoir entamer le propos. Ça peut être chronologique, par exemple, si tu veux, les commandes les plus récentes. Peut-être juste un petit mot sur mon parcours, puisque moi j'ai commencé à travailler comme photographe. J'ai fait des travaux avant, mais de manière permanente avec le ministère de la Culture, où je travaillais pour un service du patrimoine, qui s'appelait le service de l'inventaire. Donc j'étais soumis à la commande à ce moment-là. J'avais pas d'autre choix que d'obéir à la commande. Alors, elle portait sur l'architecture, le patrimoine d'une manière générale. Ça allait de l'archéologie jusqu'à la période contemporaine. Et j'ai travaillé un certain nombre d'années au service de ce service du patrimoine. Dans la même période, enfin plutôt à la fin de cette période-là, les cinq dernières années de mon travail au ministère de la Culture, je travaillais également avec l'archéologie et puis et aussi sur des sites classés de monuments historiques. Ça va du château à des sites paysagers, en général plutôt à des gros sites, cathédrales, châteaux, etc. Et à partir des années 2000, je suis passé à mi-temps. Et alors, ça ne devait pas être possible. Ça compte aussi dans mon parcours, cette histoire-là, parce que je suis passé à mi-temps et je continuais à travailler à mi-temps pour le ministère de la Culture et à mi-temps pour moi. Ce qui posait de temps en temps des soucis, c'est que le ministère de la Culture, parfois, me sollicitait pour des travaux que je faisais dans le cadre de mon mi-temps. C'est bien qu'il y avait une espèce de truc un peu bizarre, c'est que de temps en temps, je travaillais pour le ministère de la Culture sur un certain nombre de sites, hein, et parfois dans le cadre le cadre salarié sur les mêmes sites. Donc ça créait des espèces ça pouvait créer un conflit d'intérêts, donc je suis passé complètement indépendant à ce moment-là. Et j'ai continué à travailler pour le ministère de la Culture et pour la revue 303, et puis pour d'autres surtout des institutionnels, pour des catalogues d'art contemporain, des artistes, hein, des travaux, des monographies sur des bâtiments, ça pouvait être des cathédrales, ça pouvait être des travaux j'ai fait un ouvrage par exemple sur la représentation des instruments de musique dans la période du XI au XIIIe siècle dans les tympans dans les tympans en poids-de-vin médiévaux. Donc des choses très circonscrits à des sujets très serrés et des choses plus vastes. Hein. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger également, notamment en Afrique noire, en Guadeloupe, aux États-Unis, en Chine. J'ai voyagé beaucoup et j'ai fait pas mal de bouquins sur des sujets qui avaient trait de plus en plus dans ces 10 dernières années à la sociologie ou à l'anthropologie, dans le rapport qu'entretiennent les gens et les gens au village, à la ville, au quartier, à des activités humaines, etc. Je ne travaille pas sur la série. Elle a du sens dans le continuum du travail que je fais depuis des années, parce que je
je m'inspire du travail qui a été précédemment fait sur des travaux divers et variés. Et il y a quelque chose qui relève de la série, mais je ne la mets pas en valeur, pas économiquement. Je ne la traduis ni dans les expos, ni dans les bouquins, ni dans l'édition. Mais elle prend sens dans le travail que je fais. Elle est en référence. Mais il n'y a pas de série en soi. Ouais. Même si dans l'iconographie que j'ai vers moi, on pourrait tirer quelque chose qui tient de la série. Ça peut être alors j'ai 2 ou 3 images que je pourrais montrer tout à l'heure. J'ai beaucoup travaillé sur l'architecture rurale. Et ensuite, j'ai travaillé sur le rapport qu'entretiennent les gens au bâtiment, au logis. Et il y a quelque chose qui, dans mon travail, relève de la série ou d'une certaine forme de répétition. C'est que j'ai retrouvé, notamment dans les autres régions, en France, aussi en Europe ou à l'étranger, ce rapport qu'entretiennent les gens au logis. C'est-à-dire le lit, la table, le manger et la manière dont s'organise la vie autour de cet espace clos. La commande, elle est faite par une institution, une entreprise, peu importe. Les gens avec qui je vais travailler, avec qui je vais le mettre en œuvre, on fait un travail préalable d'échange, de discussion sur... J'aime bien avoir avec précision qu'est-ce qu'on me demande de faire. En général, on me passe une commande parce qu'on sent chez moi ou parce qu'on a vu mon travail, parce qu'on a entendu parler de mon travail, soit le réseau ou peu importe. On me propose une commande, elle est toujours discutée mais de manière très approfondie. Et au fur et à mesure en général, c'est des travaux qui durent sur le temps, et ça laisse la perspective de pouvoir entamer le travail et de pouvoir pas forcément le proposer d'en avoir une vision, mais proposer de le rediscuter au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses qui sont faisables. Il y a parfois des commandes qui peuvent être un peu surréalistes parce qu'il n'y a pas de possibilité de les faire pour des raisons qui sont climatiques, parce que les gens à qui je vais m'adresser sur le territoire ne vont pas le souhaiter, ou ils vont être réticents. Alors il y a des challenges là-dedans, essayer d'arriver à construire les projets. La commande me pose toujours problème. C'est bon signe. Toujours. Il y a rien il y a rien que je ne trouve immédiatement facile et même s'il y a des choses qui paraissent faciles parce que on me les commande justement parce que je sais les faire. Mais en réalité, je doute beaucoup et je repars toujours de zéro parce que c'est comme ça. Mais instinctivement, je pense qu'il faut repartir de zéro. Alors, on repart de zéro, mais avec un bagage de connaissances, un bagage de références, aussi de gens sur lesquels on peut s'appuyer pour les interroger sur comment ils voient les choses, comment ils les pensent, etc. Ça vient alimenter la réflexion. Mais c'est toujours un problème. C'est toujours une réflexion nouvelle. C'est toujours se reposer des questions sur qu'est-ce que je vais faire de ça. Parce qu'il y a des choses qui sont faciles, et puis des fois je pars avec un enthousiasme un peu délirant sur des choses qui me paraissent compliquées, parce que je me dis, il y a des trucs à faire. Et j'arpente le terrain et je me demande ce que je vais faire. Et des fois ça dure un peu. Le sentiment que j'ai, ce qui change, c'est que la commande serait plus directive. C'est-à-dire qu'on attendrait un résultat de la commande, c'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre, en faisant vite, qui serait de l'ordre de la communication. C'est-à-dire, nous, on voudrait dire ça de ce bâtiment ou de cet événement ou de ce territoire-là. On voudrait, oui, je pense que la commande est plus directive. Elle est moins, elle serait. Je mets un conditionnel parce que c'est pas forcément l'institution qui demande, qui propose la commande. C'est des gens dans l'institution et des gens qui ont une capacité à être hyper
hyper obéissants à leur collectivité et qui veulent une commande qui obéit à la collectivité, et qui pensent que la collectivité pense que ce serait bien que ce soit ça. Et il y a des gens qui sont plus souples, hein, et qui passent la commande pour la collectivité, mais qui laissent une liberté de ton, une liberté d'expression. Donc je pense que la commande, elle a changé là, dans la nature, dans la manière de la faire. Mais moi, je suis complètement d'accord, hein, sur l'idée que le regardant ne perçoit pas les mêmes choses que enfin, moi, je m'efforce de raconter une histoire à travers l'image que je fais. Attention, hein, ça marche pas. Hein, c'est pas, le résultat n'est pas toujours très positif. Mais l'idée, c'est de raconter une histoire. Mais quand on propose cette image-là au regard des autres, hein, alors, à fortiori des gens qui ne sont pas du tout dans la même culture, ils ne voient pas du tout les mêmes choses. Oui, c'est évident. C'est évident. Il y a des images que j'ai faites parfois qui ont été rejetées de manière très violente, hein, parce que ça racontait des choses que je soupçonnais, mais je ne pensais pas que ça pouvait avoir un caractère aussi sensible. J'aime bien aussi une certaine forme de brutalité des images, c'est-à-dire de proposer au regard, enfin de brutalité, d'immédiateté comme ça du regard et de réception immédiate. Qu'est-ce que au premier instant qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça induit chez le regardeur d'être témoin de l'image. Le château qui est sur une butte et qui domine toute la vallée, quelque chose qui appartient au regard, qui appartient aux gens, qui appartient à l'histoire du pays. Et donc alors c'est un épiphénomène, mais quand je suis intervenu avec ces images-là, je pense que ça devait aussi renvoyer à quelque chose qui ne se fait pas, à un souvenir qui est d'une certaine brutalité dans l'histoire du pays. Et je pense que la violence de quelques personnes tenait aussi à cette histoire-là. Et donc l'histoire, elle était connue des gens, celle qui... moi, je la connaissais parce que je m'étais investi du lieu. Mais autrement, les gens qui venaient de l'extérieur, peut-être même de Quimper, de Lorient, de Nantes, ou je ne sais où, à fortiori ceux qui venaient de l'étranger, eux, ils ignoraient complètement l'histoire. Ils recevaient ça comme un conseil général qui fait une exposition dans un lieu qui lui appartient. Donc, le sujet que j'aimerais bien un petit peu discuter, c'est comment justement le sens naît. Dans les discussions qu'on avait pu avoir, revenait souvent cette question de prendre sens. Quand une image prend sens, on l'a vu là, effectivement, dans les échanges, dans les discussions, dans les réactions, dans le peu de réactions, dans les souvenirs que ça peut évoquer. Parfois, j'envisage dans le sujet qu'on me propose de donner du sens. En réalité, lorsque je suis sur le terrain, lorsque je suis devant les choses, le sens, il bascule, il change. Et tout d'un coup, il y a des chemins qui se prennent, il y a des idées qui se formulent. Donc le sens, il vient au fur et à mesure. Après, quand je propose ce travail-là, j'aime bien l'idée de le proposer un peu en masse et plutôt pas comme ça petit à petit. Sauf pour des projets qui se font sur la longueur, où il y a une nécessité, et moi ça ne me pose absolument aucun problème, une nécessité de choix, c'est-à-dire de pouvoir abandonner cette image-là au profit d'une autre, ce groupe d'images au profit d'une autre. Je le défends, mais je le mets sur la table pour qu'on projette de manière unie le projet d'équipe. Donc je peux abandonner du sens au profit d'un autre, si la discussion et s'il y a une argumentation qui permette de le faire. Merci beaucoup sur ce dernier exemple de polysémie d'image, des sens qui circulent. Et voilà. Merci à vous. Rendez-vous le fin mai pour la prochaine avec Xavier Nerrière. Un mot, Hervé ? Oui, merci à vous.